Alors avant qu'on ouvre la discussion, je vais donner la parole à Valérie Depatte, qui est donc enseignant-chercheur en droit à Paris 13 et qui, depuis des années, accompagne l'espace éthique comme conseillère sur toutes les questions de bioéthique, de manière que tout à l'heure, quand Benjamin Pichot interviendra et qui présidera la prochaine table ronde, lui nous apporte le conseil pour tout ce qui est question des droits des malades et tout ce qui est autour de l'innovation thérapeutique. Je te donne la parole. Alors, je vais vous parler, finalement, je vais aborder des sujets qui sont pour une partie les mêmes que Nathalie, mais sous un angle strictement juridique, puisque je suis incapable de faire autre chose. Et puis aussi, je tiens à remercier Emmanuel de m'avoir invité à être parmi vous aujourd'hui. Donc, nous sommes aujourd'hui à l'aube de la 3e révision de la loi relative à la bioéthique. Je crois que la nécessité d'une loi dans ce domaine ne se pose plus. Il est acquis que le domaine des biotechnologies dépasse largement le cadre de la médecine, et même le cadre de la biomédecine, pour rejoindre d'autres terrains, des terrains liés à l'élaboration du droit, tels les questions d'ordre sociétal, sociologique. Et ce phénomène est certainement particulièrement prégnant en matière d'assistance médicale à la procréation, car la maîtrise des différentes phases de la procréation a ouvert des potentialités qui permettent de vaincre l'infertilité dans bien des cas, mais aussi qui permettent certaines évolutions de la famille, et par là, de la société qui est la nôtre. Et la société qui est la nôtre ne s'y trompe pas, puisqu'on voit, on sait qu'elle s'est emparée depuis des années maintenant des grandes questions relatives à l'AMP. Alors les médias aidant, mais si les médias s'y intéressent tant, c'est parce qu'ils ont le public. Donc ces grandes questions, discutées depuis maintenant des décennies, conservent toujours leur caractère polémique. Le déroulement d'ailleurs des États généraux, je crois, en a témoigné. Ce sont donc ces questions que je vous propose de traiter, mais rapidement, dans leurs grandes lignes, essentiellement dans l'objectif d'ouvrir un débat. Alors, la première, eh bien, c'est l'ouverture de l'assistance médicale aux couples de femmes. Enfin, je dis la première, une des plus polémiques, une des questions les plus attendues, il y en a bien d'autres. Parce qu'ici, les données de la question ont évolué. Elles ont évolué depuis la loi du 17 mai 2013, celle qu'on appelle l'ouverture du mariage pour tous. Bon, c'est pas pour tous, c'est pour les couples de même sexe. Le mariage et l'adoption depuis cette date donc sont ouverts à ces couples, aux couples de même sexe. Pour être très rapide, est-ce qu'il faut en déduire qu'il doit en être de même pour l'AMP? C'est ça la question. Alors, à mon avis, pas nécessairement. Pas nécessairement parce que l'AMP est aujourd'hui conçue comme un ensemble de techniques destinées à répondre à la demande d'un couple dont l'infertilité a été médicalement diagnostiquée. Donc, on pourrait continuer de concevoir l'AMP comme telle et de poser ce diagnostic médical comme une limite au domaine de l'AMP. Donc, ça, ce serait possible. C'est une vision de l'AMP. Il me semble que les arguments de poids sont ailleurs. Ils sont ailleurs, ils sont dans la réalité des choses, dans la réalité sociétale, dans le fait de société. Depuis bien des années, nombre de couples de femmes se rendent à l'étranger afin de bénéficier d'une insémination artificielle avec donneur qui leur est refusée en France puisqu'elles ne peuvent pas accéder à l'AMP. Lorsque la parturiente accouche, c'est-à-dire la femme est revenue enceinte de l'étranger, elle accouche, sa compagne, depuis 2013, est en droit d'adopter l'enfant. Or, on sait très bien, si besoin, les travaux préparatoires le démontrent, que l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe qui s'est faite, certains s'en sont étonnés, en même temps que le mariage, eh bien elle s'est faite en même temps que le mariage parce qu'elle était urgente, parce qu'il fallait sécuriser la situation des milliers d'enfants conçus à l'étranger par des couples de femmes qui vivent en France, élevés par des couples de femmes, mais dont la compagne de la mère, dont la compagne de la mère n'a aucun droit. C'était une situation fragilisante pour les enfants, une double filiation qui correspond en plus à la réalité des faits, évidemment, et bien plus sécure. Et c'est certainement pour ça, finalement, que le législateur a hâté l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe. Alors évidemment, c'est fait aussi pour une adoption par les deux personnes du couple. Bon, les deux personnes mariées, mais on sait très bien le temps qu'il leur faudra. Elles ne seront pas prioritaires. Certains pays qui sont ouverts, qui acceptent que les enfants de leur territoire sortent pour être adoptés, mettent comme condition
qu'ils ne soient pas confiés à des couples homosexuels. On sait que c'est très difficile pour eux. C'était pas, je crois vraiment que l'urgence était de sécuriser la situation des enfants qui étaient là, qui étaient nés. Donc, on voit là la preuve de la reprise par le droit de l'évolution de la société et aussi, en même temps, de l'absence d'opposition à ce phénomène finalement de famille homoparentale. Alors pourquoi refuser l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes ? Poser un interdit justifie de le motiver. Rappelons simplement qu'il s'agit ici, contrairement à ce qui se passe en matière de gestation pour autrui, il ne s'agit que, finalement, d'ouvrir à une nouvelle catégorie de personnes une technique qui est admise et pratiquée de longue date. Alors, dans un arrêt récent, je ne vais pas vous faire un cours de droit, mais juste vous parler de la dernière position de la Cour de cassation, puisque c'est un arrêt de janvier 2019. La Cour de cassation a sursis à statuer sur la question de l'établissement de la filiation par la seconde mère à partir d'un acte établi à l'étranger. L'acte établi à l'étranger était conforme au droit étranger et il désignait les deux femmes, celle qui avait accouché et sa compagne, comme les deux mères de l'enfant. Bon, le droit français, la Cour de cassation a posé... Enfin, la Cour d'appel a refusé. Voilà, soyons plus simples, excusez-moi. La Cour d'appel a refusé de transcrire cette filiation parce que le droit français, jusqu'ici, ne permet l'établissement de la filiation à l'égard de la femme qui n'a pas accouché que par le moyen de l'adoption. Donc, refuser d'instituer une filiation revient à refuser la filiation elle-même. Et telle n'est certainement pas la position de la Cour de cassation et du droit français. Le droit français ne refuse pas de prononcer la filiation, mais il ne l'admet que par le biais de l'adoption. Donc il me semble que le prochain débat, finalement, sera un débat plus technique, mais important, portera sur la façon d'établir la filiation. Est-ce qu'on l'établit avant la naissance, comme dans certains pays ? Est-ce qu'on l'établit par le biais d'une présomption, laquelle, tout ça se discute ? Est-ce qu'on l'établit par la reconnaissance ? Comme c'est le cas pour le père lorsqu'il n'est pas marié. Mais il me semble que, finalement, le prochain débat, c'est celui-là. Et puis, il faut quand même avoir conscience que l'abattement de la barrière que constitue la condition d'infertilité médicalement constatée va ouvrir la voie à d'autres demandes. Et relative, Nathalie en parlait, notamment à l'âge. Bon, ainsi vont les choses. Alors, ceci dit, il semble quand même difficile d'ouvrir l'AMP et d'ouvrir l'insémination avec donneur à une nouvelle catégorie de personnes, alors que dans son état actuel, on sait qu'elle pose problème, et elle pose problème aux enfants nés de l'AMP. Donc, il me semble qu'avant d'étendre un système, il faut le perfectionner s'il est défectueux. Et, alors, le mot est un peu fort, mais c'est vrai que ça... il est souvent employé. Le système est défectueux parce que, et Nathalie a commencé d'aborder le sujet, le don de gamètes et d'anonymes, les enfants conçus par don de gamètes aujourd'hui ne pourront jamais accéder à leurs origines. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas le principe d'anonymat qui est contesté. Il n'est d'aucune façon question de permettre aux donneurs et aux receveurs de connaître leurs identités respectives au moment du don. Il n'est pas question non plus de permettre aux couples receveurs de prendre l'initiative d'accéder à l'identité des donneurs, même une fois l'enfant né du don devenu majeur, ou aux donneurs d'accéder à l'identité des receveurs. Il ne s'agit donc pas de modifier le droit existant. Celui-ci doit rester tel qu'il est, mais simplement il faut l'enrichir. Il faut créer un principe nouveau qui viendrait compléter le régime de l'AMP exogène, et ce serait le droit pour une personne majeure conçue par don d'accéder à ses origines. Donc vous voyez, on laisse le droit tel qu'il est, mais simplement on se préoccupe enfin de la situation de l'enfant, ce qu'on a un peu manqué de faire quand même depuis le début des lois relatives à la bioéthique. Parce qu'il est quand même édifiant de remarquer qu'aucun des textes relatifs à l'anonymat des dons de gamètes ne vise l'enfant. Oublié du droit qui a encadré sa conception. À lire le Code civil et le Code de la santé publique, il semble que l'histoire est exclusivement celle des donneurs et des receveurs, que l'ignorance de ses origines finalement par les enfants ainsi conçus n'est qu'une conséquence obligée d'une loi qui l'ignore. Et pourquoi est-ce qu'elle l'ignore ? Parce qu'on a cru, légitimement, en toute bonne foi, on a cru, mais il y a longtemps maintenant, que l'intérêt des parents se confondait avec celui de l'enfant. C'est une idée aujourd'hui parfaitement dépassée. Donc, et de fait,
concernant les relations donneur-receveur, les partisans et les opposants de l'accès aux origines se retrouvent pour en approuver le principe. Celui-ci, j'insiste, doit rester, les textes qui l'instaurent doivent être maintenus, mais ce principe, s'il est légitime entre donneurs et receveurs, doit cesser de trouver son prolongement vis-à-vis de l'enfant. Parce que pour ce dernier, le protocole médical, dont l'anonymat est un des éléments, doit connaître sa fin. Il faut lui restituer la totalité de son histoire, cesser de le stigmatiser par une sorte d'étiquette blanche. Un blanc sur ses origines. Bon. Donc, voilà, moi, il me semble qu'afin de marquer l'importance de ce principe, qui ouvrirait un droit nouveau, il serait opportun de le placer non dans le Code de la santé publique, mais dans le Code civil. Parmi les grands principes relatifs au corps humain, ceux-là même, justement, qui traitent de l'anonymat, avec une exception pour les personnes majeures issues d'un don de gamètes. C'est une question qui me semble doit être réglée dans l'urgence, tout simplement parce que le droit n'est plus applicable. Il a cessé d'être applicable. Le principe d'anonymat des dons de gamètes opposés à l'enfant, aujourd'hui, est dépassé. Vous avez peut-être entendu parler, puisqu'il est médiatisé, d'Arthur Kremlweisen, cet homme de 35 ans, marié, père de famille, qui, en 24 heures, a retrouvé son géniteur, tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire. Il a envoyé un peu d'ADN à un labo américain. Le labo américain a placé son profil génétique sur un site. Et puis, un peu comme un Facebook, dès qu'on ouvre son profil, tout le monde peut consulter, ça match. Enfin bref, en 24 heures, il avait retrouvé son père. D'ailleurs, c'est pas son père, il avait retrouvé son géniteur. Tout s'est bien passé. Tout semble bien se passer pour les autres qui ont suivi, puisque vous pensez qu'il n'est pas le seul. Mais que va-t-il se passer quand ça va beaucoup moins bien se passer? Et quand un donneur attaquera l'État français pour révélation de son identité, alors qu'au moment du don, on lui a garanti l'anonymat. Donc, la prochaine affaire devant la Cour de cassation, devant le Conseil d'État, à mon avis, ce n'est pas comme ça, c'est déjà passé, celle où une personne née par don de gamètes demande d'accéder à ses origines, ça risque d'être le procès de l'État parce que l'anonymat du donneur n'a pas été respecté. C'est pour ça que ça me paraît assez urgent. On ne peut plus garantir l'anonymat au donneur. Et puis, de plus, la condamnation de la France, puisque l'affaire d'Audrey K., qui est une personne née, conçue par don de gamètes, qui a épuisé les voies de recours françaises, a porté l'affaire devant la Cour européenne pour savoir si, oui ou non, l'anonymat du don de gamètes est contraire, finalement, à l'article 8 et à la vie familiale. Il est probable, au regard de la Cour de cassation, que la France sera condamnée, sauf au regard de la jurisprudence de la Cour européenne, que la France soit condamnée, soit si la Cour européenne faisait une exception à sa jurisprudence pour les personnes conçues par don de gamètes. Ce serait étonnant. Donc voilà, l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes donc, est un nouveau modèle familial. C'est un nouveau modèle familial qui, à mon avis, ne peut s'accorder des raisons qui ont justifié de rendre impossible l'accès aux origines dans le cadre de l'AMP avec tiers donneur. On voulait masquer les choses, permettre au receveur, au père, finalement, de mieux prendre sa place, d'oublier, entre guillemets, le donneur. Bon, je ne vois pas ce qui va se passer. Enfin, le schéma n'est pas transposable à un couple de femmes. Alors, j'ai encore 5 minutes. La question des couples de femmes, évidemment, ça amène à la question des couples d'hommes. Parce que, ok, il est probable que je ne suis pas législateur, mais il est probable que l'AMP soit ouverte aux couples de femmes, d'après les différents rapports et avis. Elle ne sera certainement pas ouverte aux couples d'hommes. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas de la discrimination. Voilà, puisqu'on avance souvent. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la discrimination? C'est traiter différemment des personnes dans une même situation. On ne peut, à mon avis, pas dire qu'un couple de femmes dont une peut porter l'enfant et le mettre au monde est comparable à un couple d'hommes qui, évidemment, pour l'instant, en tout cas en l'état de la science, ne peut pas porter un enfant ni le mettre au monde. Parce que créer une famille, avoir des enfants pour un couple d'hommes, des enfants génétiques, implique de passer par la gestation pour autrui. Or, la gestation pour autrui est strictement interdite. Je crois savoir que notre président a dit qu'elle le resterait tant qu'il serait président, donc c'est pas pour demain. Mais il faut bien comprendre, voilà, ouvrir l'AMP aux couples de femmes, c'est leur permettre d'accéder à une technique déjà pratiquée, déjà admise, ouvrir la gestation alors que la gestation pour autrui est totalement interdite, c'est ce qui fait la différence. Ceci dit, là encore, on arrive à
une justice, ou en tout cas un système à deux vitesses, puisque de plus en plus de couples se rendent à l'étranger pour bénéficier d'une gestation pour autrui. La Cour de cassation a été obligée de plier, puisque jusque-là, elle refusait de transcrire l'état civil de ses enfants qu'elle considérait avoir été conçus par fraude à la loi. On a été condamné en 2014 par la Cour européenne. Aujourd'hui, on accepte, enfin la Cour de cassation accepte de transcrire l'état civil partiel de ses enfants, c'est-à-dire la partie de l'état civil qui correspond à la réalité biologique, donc la filiation paternelle, voilà, dans la très grande majorité des cas. Maintenant, il faut savoir, puisqu'on décide de s'appuyer de se baser sur le lien biologique, que dans la gestation pour autrui pour des couples hétérosexuels, dans bien des cas, la femme a donné ses ovocytes. Alors, si vraiment on raisonne en termes de biologie, on n'y est pas non plus. C'est très compliqué. Je pense que je n'ai pas le temps de développer. Il me reste quelques minutes. Alors, je voudrais juste parler peut-être de l'autoconservation sociétale dont Nathalie parlait, pour dire qu'effectivement, je ne vois pas pourquoi on la refuserait. Ça mettrait fin aussi au système qui fait qu'aujourd'hui, quand même, les femmes qui souhaitent autoconserver leurs ovocytes pour d'autres raisons que des raisons pathologiques ont une solution, c'est de donner leurs ovocytes. Parce que dans ce cas-là, on va autoconserver une partie. C'est gênant. C'est gênant, ça ressemble un petit peu à un échange, même si ce n'est pas l'esprit de la loi. Donc simplement, je crois que dans ce cas-là, ce qui sera très important, c'est l'information. Que les femmes comprennent bien qu'il s'agit d'une chance supplémentaire de grossesse, certainement pas d'une garantie. Voilà. Et puis je voudrais terminer par une question terminologique qui me semble importante. On entend dans tous les débats, on le voit sur les affiches, on voit ça partout. On nous parle de l'opposition entre droit de l'enfant et droit à l'enfant. Alors là, je parle en juriste. Personne n'exige de l'État qu'il lui assure un enfant. Voilà, un enfant, ce n'est pas une chose. Le droit A ne concerne que des choses. Ce qui est demandé par certaines personnes est que l'État leur permette d'accéder à certaines techniques de procréation médicalement assistée. Donc, on ne peut pas opposer ces deux notions, tout simplement parce que le droit à l'enfant n'existe pas. Il est devenu un anathème qu'on jette sur ceux qui demandent autre chose que ce qui est permis et qui, je pense, méritent davantage de respect. Merci. Merci Nathalie, merci Valérie d'avoir... Non mais je sais que tu t'appelles Valérie, je n'ai pas encore confondu, mais je voulais aussi remercier Nathalie, parce qu'à vous deux, vous avez bien présenté un sujet dont on a dit dès ce matin qu'il était compliqué, et quand on concluait la matinée, on était parti sur une question de fond qui est à mon avis au cœur du débat. Est-ce que le législateur rappellera ou affirmera un certain nombre de grands principes au nom d'une certaine conception de l'intérêt supérieur d'une société, au regard d'aspirations individualistes qui, elles-mêmes, posent leur légitimité. Et donc, on voit à quel point ce conflit sera un conflit politique en termes de valeurs sociétales, et également d'engagement vis-à-vis des générations futures, parce que c'est la conception de la procréation, la conception de l'humain. Et Didier Sicard a insisté sur le fait que notre société ne serait digne de ce débat que s'il était accueillante à l'enfant, beaucoup plus que fabricante d'enfants. Donc c'est des questions, en tous les cas, qui sont en bonne résonance par rapport à ce qui a été dit ce matin.